Voilà. Donc, bonjour tout le monde à nouveau. Mon nom est Anna-Sophia Iban, chargée de programme avec InnoWeave. Bienvenue à la séance d'info d'Impact et Clarté Stratégique. Je vais animer cette session avec Judith Godet, qui est consultante et associée à Garo Evo et qui vient de se présenter. Et notre plan pour aujourd'hui est celui-ci. Donc, on va vous partager d'abord l'approche d'InnoWeave, puis passer vraiment à la partie principale de la séance. Donc, parler du parcours impact et clarté stratégique, en quoi il consiste, quels sont les apprentissages. On partagera quelques études de cas avec vous pour voir si cela vous intéresse. Puis, on partagera quelques questions et quelques infos pour vous aider à déterminer votre état de préparation pour ce parcours, si vous êtes intéressé à soumettre une demande. Et on partagera aussi un survol du processus d'accompagnement et en quoi il consiste et du processus de demande. Et bien sûr, une période de questions et discussions à la fin. Pour commencer, je vais mettre ça en contexte. Donc, InnoWeave est une initiative de la Fondation Makono. Et Makono est une fondation subventionnaire qui travaille de façon pan-canadienne et qui est établie à Montréal. La mission de la Fondation est de créer ou aider à créer une société plus résiliente, inclusive et durable et en mesure de surmonter ces enjeux complexes. Depuis l'année dernière, on vise sur 3 sphères d'intérêt qui sont climat, réconciliation et le bien-être et la résilience des communautés. Et la Fondation travaille depuis 1937, donc ça a vraiment été tout un parcours plein d'apprentissage et d'observation. Et c'est de l'observation que vous voyez sur votre écran ici que InnoWeave est né. Donc, de l'observation que l'échelle et la complexité des défis du secteur communautaire sont de plus en plus importants. Et donc, que nos façons de réagir à ces challenges, à ces complexités doivent être adaptées à leurs mesures. Et quand on adapte nos façons de faire, avoir un peu d'aide pour faire ce changement est toujours, je pense, apprécié. Donc, c'est là où InnoWeave rentre dans, le, dans la photo. Et de manière générale, l'accompagnement qu'on fournit aux organismes est de clarifier l'impact que les organismes souhaitent avoir, d'apprendre et de tester des nouvelles façons de mener leur travail, d'adapter leurs pratiques ou d'adopter des nouvelles pratiques et des façons de faire pour finalement accroître l'impact social et environnemental sur lequel elles travaillent. Et la façon dont InnoWeave est organisée est en parcours. Donc, on a 10 parcours que vous voyez ici sur votre écran et chacun vise sur une approche ou un outil. Aujourd'hui, on vise sur impact et clarté stratégique, qui est notre parcours pilier, d'une certaine manière. Donc, c'est le parcours qui aide les groupes à clarifier, à vraiment se concentrer sur l'impact qu'ils souhaitent avoir et à mieux comprendre comment leurs activités leur permettent d'atteindre cet impact. Donc, on va vraiment vous parler beaucoup de ça dans la présentation. Donc, je passe vite fait à travers ce slide, mais Judith va vous parler beaucoup de ça dans quelques instants. S'il y a d'autres parcours sur votre écran maintenant qui vous intéressent et si vous sentez que vous avez déjà fait un bon travail de clarification d'impact et que vous êtes clair sur votre théorie du changement et vos stratégies pour les années à venir, vous pouvez définitivement passer à d'autres parcours. Donc, si par exemple la mesure d'impact vous intéresse ou l'évaluation évolutive, vous êtes invité à vous inscrire directement à ces parcours. Et on a beaucoup d'informations sur chaque parcours. Donc, on a des séances d'information, des informations sur le site web et des séances d'introduction à InnoWeave aussi. Donc, je vous invite à visiter notre site si cela vous intéresse. Puis, pour finir avec cette introduction, je voulais vous partager un peu plus sur comment est-ce que InnoWeave s'y prend dans la pratique pour soutenir les organismes. InnoWeave prend une approche de coaching, donc c'est du coaching
sur les approches d'innovation sociale. Et en tant que partenaire, nous travaillons sur 3 étapes. La première est que l'équipe d'Innovive aide les organismes à explorer les différents parcours que vous avez vus sur le slide précédent et les différents outils qui sont disponibles, puis à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'aligner avec leurs objectifs. Donc, on appelle ça l'orientation, ou ici sur le slide, sélectionner une approche. Puis après, une fois que les groupes identifient qu'ils veulent travailler avec un coach, il y a une période de préparation à recevoir du coaching. Donc, on aide les organismes à définir quelles sont les conditions qu'ils veulent avoir avant de mettre en pratique une approche d'Innovive. Puis la troisième partie est que Innovive offre du soutien financier pour aider les organismes à embaucher un coach ou une coach. Et on utilise le mot coach de façon très intentionnelle et non consultant. Et on fait cela parce qu'il y a des différences où Innovive définit des différences très claires entre le coaching et le rôle du coach et le rôle d'un consultant. Donc, vous avez les 3 différences ici sur la présentation. Donc, dans un modèle de coaching, les organismes exécutent le travail avec un appui personnalisé. Et c'est vraiment les organismes qui mènent le travail et la responsabilité de définir leur plan clair et de définir leurs propres priorités. Et c'est eux qui font le travail. Mais bien sûr, ils sont soutenus par un accompagnement personnalisé, par un processus rigoureux et par un plan clair. Et l'objectif du processus de coaching est vraiment d'améliorer les compétences au sein de l'organisme pour qu'ils puissent continuer dans leur mission et atteindre les impacts souhaités. Mais la troisième partie ici est que le plan est élaboré entre le coach et l'organisme. Donc, c'est une expérience qui est co-développée et c'est l'organisme qui mène le travail. Il y a une note ici très importante sur les coachs dans ce parcours spécifique. Donc, dans le parcours impact et clarté stratégique, les organismes doivent travailler avec une des coachs certifiés dans ce parcours. Et vous pouvez trouver la liste complète sur notre site. Et ceci est un peu différent des autres parcours d'Innovive. Donc, je tiens vraiment à le souligner. Et avec ça, je vais passer à le plat principal de la présentation. Donc, le parcours impact et clarté stratégique. En quoi il consiste? Donc, en quoi consiste le parcours? Ce parcours va aider les organismes à préciser ce qu'ils souhaitent accomplir, la manière de le faire et à réfléchir à quelles sont les cibles qui peuvent leur permettre d'évaluer leur progrès. Donc, dans cette troisième partie, donc les cibles, ce n'est pas un processus de mesure d'impact, mais c'est vraiment juste identifier quelles sont des cibles ou des identifiants qui peuvent vous permettre d'évaluer un progrès. On parlera un peu plus de ça sous peu. Vous allez m'entendre dire 1000 fois aujourd'hui, moi Judith, la phrase clarifier l'impact visé et pourquoi est-ce qu'on met tellement d'emphase sur l'importance de clarifier l'impact visé. Donc, comme le chat de Cheshire dit à Alice, si tu ne sais pas où tu vas, toutes les routes t'y mèneront. Et toutes les routes ne sont pas créées de la même manière ni nécessitent les mêmes ressources. Donc, c'est important d'aligner ou trouver un alignement entre le destin ou l'impact visé qu'on cherche, puis la route, les ressources et les activités qui nous y mènent. Il y a plusieurs raisons ou motivations qui pourraient vous pousser à chercher un accompagnement dans ce parcours. Et on a une liste ici de quelques-unes. Donc, ce parcours pourrait être une bonne approche si vous cherchez à passer de parler de ce que vous faites, donc de vos activités, à quels sont les effets ou les impacts qu'on veut produire et comment produirons-nous ces impacts. Donc, c'est un changement de perspective. Aussi, si vous voulez établir des comparatifs clés et chercher à prendre des décisions stratégiques pour ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez
pas faire, donc dire que oui et dire que non. Ce parcours peut vous aider à établir ou à améliorer la prise de décisions stratégiques au sein de votre organisation. 3, si vous souhaitez établir des cibles et accroître la transparence et la responsabilité dans votre équipe, ce parcours peut vous aider à accroître cela et aussi à planifier, à faire une planification plus stratégique, à mieux communiquer votre impact à l'interne et à l'externe et à créer un alignement dans votre équipe et dans votre équipe ou votre collectif. Avant de passer la parole à Judith, je finis sur les livrables du parcours. Donc, ce parcours a des livrables très spécifiques qui sont ici sur votre écran. Les coachs et les organismes travaillent envers la création d'un énoncé de l'impact visé. Nous allons parler de ça, de quoi consiste cela bientôt. Une théorie du changement et un ensemble de priorités stratégiques et un plan d'action qui va vous donner une idée du travail qui est nécessaire pour mettre en œuvre votre théorie du changement. Et il y a aussi l'option de travailler sur des produits supplémentaires et cela est discuté entre les groupes et les coachs en dépendant de vos priorités. Avec cela, je passe la parole à Judith qui va nous parler un peu des concepts clés dans ce parcours et de son expérience comme coach. Bien, bonjour à toutes et tous, contente de pouvoir vous rencontrer. Effectivement, coach en impact et clarté stratégique avec des partenaires, notamment l'équipe Garot Evoy avec Stéphanie Garot, Lara Evoy et toute leur équipe, Véronique Carbonneau aussi. En fait, notre travail en tant que coach, et de notamment, travailler avec vous à clarifier, qu'est-ce que vous voulez obtenir comme impact ou changement? Quel changement, impact ou effet voulez-vous générer? Et auprès de qui? Donc, quel profil de population ou quel milieu on souhaite générer des changements? Dans quel laps de temps? Puis on va vous amener beaucoup aussi à vous questionner sur les changements pour lesquels il est réaliste de dire que vous pourriez être en grande partie responsable de générer ces changements-là. Donc, toute la notion d'influence ou d'imputabilité par rapport à certains effets ou impacts qu'on cherche à générer. Puis on va aussi travailler avec vous à élaborer une carte routière, à élaborer quel est le meilleur chemin ou les meilleurs chemins, parce qu'il n'y en a peut-être pas juste un, en fait, il y en a rarement juste un, pour générer les effets ou les changements que vous voulez obtenir auprès des différents profils de population ou d'organisation ou de partenaires ou de milieux, dépendamment de avec qui vous travaillez, puis c'est quoi la mission de votre organisation. Donc, une théorie de changement, ça nous permet, entre autres, d'identifier des activités, des programmes, des stratégies qui nous permettent de dire: «Oui, si je mets ça en place, je devrais voir des changements de connaissances, d'attitudes, de pratiques, de comportements, d'amélioration de milieu de vie chez les gens avec qui je veux travailler». Donc c'est ça. Puis une théorie de changement, le mot fait souvent peur. Quand on dit théorie de changement, on fait: «Oh!» C'est quoi une théorie de changement? C'est tout simplement un visuel qui vise à communiquer le plus simplement possible les différents changements que vous voulez opérer auprès de qui et avec quelle principale stratégie, intervention ou programme. C'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est tout ça en même temps et c'est une belle aventure qu'on vous invite à vivre avec nous. Les organisations, habituellement, aiment bien, développer leur théorie de changement qui est effectivement un des livrables clés de ce parcours d'accompagnement. Donc, quand on dit c'est quoi définir son impact, là, on a l'outil, nous, qui s'appelle l'énoncé d'impact visé, sur lequel on va travailler avec vous. Ça, il faut voir un peu ça comme un pitch de vente, un pitch d'ascenseur de vente. En 3 minutes, je demande à ton organisation de définir quel changement elle vise à obtenir au cours des 3 à 5 prochaines années. Et au lieu de dire
de te présenter votre organisation comme: «Ah, nous, on fait, par exemple, de l'aide aux devoirs» ou «Nous, on fait de la mobilisation citoyenne». On va plutôt vouloir dire: «Nous, on vise à contribuer à améliorer quoi? À changer quoi dans notre milieu de vie?» Donc au lieu de parler de notre comment, on veut amener les organisations à communiquer plus clairement les changements sociaux auxquels ils souhaitent contribuer et auprès de qui. Puis éventuellement, l'énoncé d'impact visé qui devrait être assez synthèse, imaginons un paragraphe, là. Les principaux changements que vous allez mettre là-dedans, ça devrait être assez précis, réaliste. Donc, est-ce que c'est réaliste de penser que votre organisme peut générer ces changements-là? Et éventuellement, on souhaitera les mesurer de manière qualitative ou quantitative. Donc, mesure ne signifie pas juste quantitatif. Généralement, les organisations avec lesquelles on travaille, et la vôtre probablement, sont assez claires sur l'impact ultime qu'ils cherchent à atteindre. L'impact ultime, c'est très proche de votre énoncé de mission et de vision, OK? Souvent, ce sont des énoncés très notre vision de rêve idéale de la société dans laquelle on est en fonction de notre secteur d'activité. Et si on vous donne un exemple, qui est une organisation qui a été accompagnée par mes collègues pour 3 points. Leur impact ultime, eux, leur grande vision de rêve, c'est que, les athlètes étudiants de communautés à risque deviennent des adultes en santé, résilients, engagés, qui mènent une vie enrichissante. Donc ça, c'est assez clair, comme vision idéale du changement. Maintenant, quand on s'intéresse à préciser, de manière un peu plus précise dans la zone d'influence, parce qu'on peut penser que les étudiants athlètes de communauté à risque, c'est pas juste pour 3 points là, qui contribuent à faire en sorte qu'ils deviennent des étudiants accomplis. Donc, si je vise plus précisément à décrire la zone d'influence principale ou d'impact de mon organisation, pour 3 points, suivant son parcours avec nous, a précisé que dès 2019, il y aurait 150 à 200 coachs qui travaillent avec ces jeunes athlètes-là. Donc, eux, ils appellent des coachs à impact positif. Qu'est-ce qu'ils souhaitent générer, eux, comme impact? Que ces coachs-là soient mieux outillés à enseigner la compétence, la confiance, la force de caractère, l'importance de la connexion aux élèves, athlètes dans les écoles de milieux défavorisés de la région de Montréal. Donc, ils ont précisé leur zone d'impact et leur qui. Ici, la population principale pour laquelle ils s'engagent à obtenir un changement, ce sont d'abord et avant tout les coachs, lesquels, après, travaillent avec les jeunes. Donc, le fait que des jeunes deviennent athlètes étudiants en santé résidant dans leur communauté, ça, c'est plusieurs contribuent à ça. Puis la zone d'influence de pour 3 points, c'est vraiment le volet renforcer les capacités des coachs à impact positif. Donc voilà pour un petit exemple. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les partager ou lever la main, en fait. N'hésitez pas à poser des questions si jamais ce n'est pas clair. Quand on parle d'impact et clarté stratégique, pourquoi on trouve que c'est important, particulièrement dans le secteur, communautaire, organisme à but non lucratif? Beh, c'est que, il y a quand même plusieurs, besoins en ce moment, tout particulièrement en ce moment et les ressources qu'on a ne sont pas infinies. Malheureusement, nous n'avons pas des ressources financières infinies, nous n'avons pas des ressources communautaires infinies. Donc, c'est assez important de prendre le temps de se questionner, d'analyser pour trouver le meilleur appariement entre l'impact que je cherche auprès de qui, en fonction de mon écosystème et des ressources disponibles. Là où c'est mieux que je mette l'effort, avec quelle stratégie pour générer le plus grand impact. Et avec ce processus-là, les organisations réalisent que peut-être que des programmes ou des activités qu'ils donnaient, qui ont peut-être eu du succès et leur raison d'être pendant un certain nombre d'années, ne sont plus peut-être les meilleurs pour répondre aux enjeux actuels ou peut-être mériteraient d'être bonifiés, en fait. Donc, ça, c'est souvent un des impacts qu'on observe du parcours impact et clarté stratégique, d'amener à bonifier certaines activités ou programmes d'intervention que vous avez ou stratégies, en développer des nouvelles auprès de publics auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé intervenir suite à une analyse.
de votre écosystème. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça l'esprit d'impact et clarté stratégique. Donc, on va travailler avec vous votre énoncé d'impact visé. On va clarifier un peu les changements, principaux changements auprès de qui. Une fois que ça c'est clarifié, on va vous inviter à développer une théorie de changement. Théorie de changement vient surtout nous préciser quelles activités, programmes, stratégies je dois mettre en place pour atteindre ces fameux impacts-là. Et on veut que, aussi vous aider à distinguer les impacts immédiats, intermédiaires et à plus long terme. Donc, plus on s'en va dans des impacts long terme, plus on est en imputabilité partagée, c'est-à-dire que c'est souvent pas seulement notre organisme qui est responsable de ça. Par exemple, des impacts à plus long terme qu'on peut voir, ça peut être des changements, là, je parle de changements, peut-être importants, mais changements dans les politiques publiques, par exemple. Ça, c'est vraiment des types de changements qui s'opèrent suite à l'intervention de plusieurs organismes ou acteurs dans l'écosystème. Puis tout ce qui est les changements immédiats au plus proche de votre moi, ce que j'appelle la zone de frappe, c'est ça qu'on veut aussi beaucoup chercher à clarifier à travers le processus clarté stratégique. Pourquoi c'est important de mettre du temps à développer une théorie de changement dans votre organisation? Bien, d'abord, ça permet ensemble, dans votre organisation, peut-être avec des partenaires clés aussi externes, de s'entendre sur qu'est-ce qui va, quelles sont nos cibles d'impact prioritaire, puis qu'est-ce que ça nous prend pour y arriver. Ça permet de développer une vision commune, une feuille de route claire sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour atteindre ces impacts-là ou les choses qu'il faut qu'on renforce dans nos pratiques actuelles. Et je dirais qu'un des impacts que je vois le plus souvent, c'est que ça facilite et soutient beaucoup les communications internes dans votre organisation, les communications avec parties prenantes importantes autour de votre organisation, donc des partenaires de réalisation, des partenaires financiers, des partenaires stratégiques. Et le fait de développer une belle théorie de changement visuel inspirant, ben c'est ça, ça aide vraiment là, à la communication, tant stratégique que la communication, je dirais, à l'échelle de votre organisation, donc la communication organisationnelle. Je voulais vous parler aujourd'hui on aime toujours parler de quelques exemples précis d'accompagnement. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un accompagnement qu'on a fait auprès d'un organisme, peut-être que vous le connaissez, c'est Humanovis, avant il s'appelait le CLIP. Ils se sont impliqués dans cette démarche-là il y a quelques années. Puis à l'époque de leur demande de soutien financier à InnoWave, il y avait, en fait, Humanevis, c'est un organisme, juste préciser, c'est un organisme intermédiaire de renforcement de capacité et de transfert de connaissances dans le secteur de l'innovation sociale. Donc, ce n'est pas un organisme de service direct. Il ne donne pas du soutien direct à la population. Il va plutôt renforcer les capacités d'autres organisations ou d'acteurs, de leaders pour développer des innovations en réponse à des enjeux sociaux. Et quand on est un organisme intermédiaire, des fois, c'est pas si facile de communiquer qu'est-ce qu'on veut générer comme effet, de quoi on peut se porter responsable aussi comme effet dans notre écosystème. Donc, il y avait tout cet enjeu aussi de communication qui était présent à l'époque. Donc, à l'époque, ils ont fait une demande de financement, puis ils voulaient beaucoup clarifier leur positionnement dans leur écosystème, parce qu'il y a d'autres organismes intermédiaires complémentaires ou similaires. Ça faisait 8 ans qu'il existait, besoin de faire un peu un recul, pause pour réfléchir à ça et aussi bien analyser leur approche, afin de, dans le fond, peut-être revoir certaines stratégies ou mieux les nommer pour qu'elles soient encore mieux alignées avec les impacts qu'ils souhaitaient obtenir. Donc après un parcours d'accompagnement qui est de plus ou moins 1 an, qui a duré plus ou moins 1 an, d'ailleurs ça a donné lieu à cet organisme-là à changer de nom en cours de route. C'était concourant à une transformation organisationnelle pour eux. Les retombées de la démarche pour eux, en fait, ça a été ce qu'ils nous ont rapporté et ce qu'on a pu observer aussi de notre point de vue, c'est beaucoup plus de vision commune interne en tous les membres de l'équipe sur la logique de l'action. Tu sais, c'est quoi finalement nos stratégies là, qu'on utilise, lesquelles on veut prioriser, c'est quoi notre contribution dans l'écosystème, comment on se distingue d'autres, comment on pourrait collaborer plus avec d'autres partenaires aussi.
ça leur a permis aussi de soutenir toute leur transformation organisationnelle qui était en cours, puis d'avoir plus de clarté sur nos changements qu'on vise à générer, lesquels sont dans notre zone d'influence principale, lesquels sont en imputabilité partagée. On avait beaucoup parlé de ça avec eux dans le cadre de l'accompagnement. Ici, c'est leur exemple de théorie de changement qui avait été développée en 2018, qui a sans doute changé à ce jour, parce qu'une belle théorie de changement se veut vivante. Une théorie de changement, pour qu'elle reste vivante dans une organisation, devrait idéalement être révisée chaque année et demie. Donc, à l'époque, en 2018, c'était ça. Ça visait à communiquer, on voit avec qui ils travaillent, donc des partenaires variés. Ce visuel-là nous permet aussi de communiquer leur approche. Ils s'inscrivent dans une approche systémique qui co-construit selon les besoins de l'écosystème, puis qui vise à soutenir l'innovation sociale. Au cœur du cercle, on voit leurs 3 grandes stratégies. Il y a l'accompagnement, ils accompagnent des organismes ou des acteurs. Ils font de la veille des enjeux sociaux, de la veille, aussi stratégique en fait, des tendances, des enjeux sociaux. Puis ils font aussi, eux, ce qu'ils ont décidé d'appeler du courtage, qui réfère tout à la notion de transfert et mobilisation des connaissances, donc des connaissances autant scientifiques que du terrain. Puis au cœur du cercle, ils ont voulu, communiquer qu'ils se prétendaient polyglottes, interdisciplinaires, créatifs, connectés, non hiérarchiques et engagés avec les gens avec qui ils étaient. Et comment il faut lire ça, c'est que s'ils travaillent en collaboration avec ces partenaires-là, s'ils réussissent à activer ces stratégies-là adéquatement d'accompagnement, heu ils pourront, cheminer vers les impacts. Puis les impacts que vous voyez dans le carré bleu, là, le rectangle bleu, ce sont les impacts qui sont beaucoup dans leur zone d'influence principale à eux. Le fait qu'éventuellement, il y ait des innovations sociales qui se mettent en place au Québec pour améliorer les rapports de genre, puis faire en sorte que la qualité de vie des citoyens soit améliorée, ça, ils sont en imputabilité partagée là-dessus. Mais eux, leur zone d'influence, c'est que ces partenaires-là, il y a des nouvelles connexions établies entre eux, qu'il y a des partenariats formels de développer entre, par exemple, des chercheurs, des innovateurs, des organisations, qu'il y ait des nouvelles connaissances qui soient développées dans ces processus-là, qui soient diversifiées aussi, donc scientifiques, expérientiels, que les acteurs se sentent mieux outillés suivant ce processus-là, les stratégies que le CLIP va avoir activées, qui est une capacité accrue d'influencer et d'agir sur les enjeux sociaux, puis qui a aussi une plus grande habileté à analyser de manière systémique les enjeux sociaux sur lesquels ils veulent agir. Ça devrait générer des solutions positives. Puis leur impact ultime, il est assez haut niveau, là, innovation sociale durable, puis amélioration de la qualité de vie. Puis vous voyez en bas à droite, eux, c'est leur énoncé, d'impact visé. Donc, le CLIP, qui maintenant s'appelle Humanovis, se dit un hub en soutien à l'innovation sociale qui s'appuie sur des principes, donc d'interdisciplinarité, de co-construction, pour répondre à la transformation des rapports sociaux en ce moment. Puis cet organisme-là entend offrir aux acteurs d'horizons de connaissances variés un espace neutre qui permettra, et là c'est le volet impact qui embarque, d'ici 2022, d'acquérir des connaissances avant-gardistes, d'être connectés avec des partenaires stratégiques, puis de valoriser des connaissances diversifiées. Donc, dans leur impact visé, on a les les impacts clés pour lesquels ils veulent vraiment ils s'engagent à générer ces impacts-là. D'ailleurs, les mesures en ce moment, suivant le parcours, ils ont commencé à mesurer, ces impacts-là. Voilà pour un exemple de théorie de changement d'un organisme qu'on a eu le plaisir, d'accompagner il y a de cela quelques années. Maintenant, nous avions une petite vidéo. Est-ce qu'on prend le temps? Je pense que c'est 2 minutes. Est-ce qu'on a le temps, de la regarder? Je pense qu'on pourrait vous inviter, pour laisser du temps à des questions, on vous invite à visualiser le témoignage de cet organisme qui a passé à travers le volet en impact et clarté stratégique. C'était le Centre Paul Roulant, un organisme de sécurité alimentaire et inclusion basé à Montréal. Donc, cette vidéo est sur le site web d'Innoviv, puis il sera partagé avec
la présentation aussi. Donc, on vous invite à le voir. On a d'autres exemples aussi qui pourraient vous intéresser. Puis je passe à la suivante slide. Et à toi, Judith. Donc, pour ce qui est de la théorie de changement, toujours en lien avec cet exercice de théorie de changement, l'idée, c'est qu'en ce moment, vous pouvez avoir, parce qu'une théorie de changement, en fait, c'est un ensemble d'hypothèses. Tu sais, on émet l'hypothèse que si je mets en place tel programme ou je fais telle activité, je vais générer des résultats X, soit que ces gens-là soient sensibilisés à tel enjeu social, soient mieux outillés pour agir sur une problématique. Et on pense qu'en faisant ces différentes activités ou stratégies-là, ça devrait, en principe, générer notre impact visé. C'est un ensemble d'hypothèses, hein, qu'on émet. Puis ensemble, en fait, dans ce processus-là, on va vouloir mettre à l'épreuve un peu ces hypothèses de travail-là, tu sais, de dire: «Est-ce que c'est vrai que si on fait telle activité, tel programme auprès de telle personne, c'est la meilleure chose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faudrait qu'on ajuste, qu'on adapte?» On a une phase de travail en impact et clarté stratégique. C'est qu'une fois qu'on a développé une première version de théorie de changement, on va un peu en collecte de données, en analyse. Tu sais, on met un peu à l'épreuve, heu, les liens logiques entre les impacts qu'on vise, puis les stratégies qu'on veut mettre de l'avant pour mener à des petites adaptations ou grosses adaptations. Dans certaines organisations, j'en ai vu des assez grosses. Dans d'autres, je dirais que c'est plutôt des ajustements ou de la clarification qui peut nous mener à, des fois, remplacer des programmes, qui peut nous mener à revoir même, nos façons de faire à l'interne, notre structure organisationnelle, et qui, tout ça aligné sur l'impact visé qui aura été clarifié en amont de manière collective au sein de votre organisme. Donc ce parcours-là d'accompagnement, il y a essentiellement 3 grandes phases de travail. Première phase, plus ou moins 8 semaines. À gauche, en vert foncé, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on fait notre ébauche d'impact visé puis notre théorie de changement. C'est un processus itératif, ça prend quelques allers-retours, quelques versions. C'est normal, ça fait partie du processus. C'est une partie qui est un peu plus conceptuelle. Donc, il y a des gens qui adorent cette partie-là du travail ensemble, puis il y a des gens qui trouvent ça un peu plus ardu, dépendamment des goûts et intérêts. Mais au final, quand on sort de la phase en vert foncé, on est généralement très heureux, de passer à la deuxième phase de travail qui est un peu, heu, aller clarifier, peaufiner certains éléments de notre théorie de changement. Nous, on vous propose, des analyses qui devraient être réalisées, par exemple, l'analyse interne de vos programmes et actions. Dans quelle mesure il y a un alignement entre vos programmes actuels et les impacts que vous avez identifiés dans votre théorie de changement? Donc, est-ce qu'il y a un bon est-ce qu'il y a une bonne adéquation ou pas? Est-ce que le niveau d'effort est satisfaisant? C'est efficient? On va faire aussi un petit peu d'analyse écosystémique, soit faire une cartographie de vos parties prenantes, de vos partenaires, soit, heu, de mieux comprendre les tendances actuelles par rapport à la problématique sur laquelle vous voulez agir. Donc, avez-vous une bonne lecture de ça en ce moment? Et on va vous encourager forcément à aller valider votre visuel de théorie de changement auprès de parties prenantes clés, que ce soit un bailleur de fonds, que ce soit, des membres du CA qui ne faisaient pas partie de la démarche, que ce soit, d'autres collaborateurs de votre milieu. Et en troisième lieu, troisième phase de travail, on va ensemble, heu, faire un autre petit tour de roue sur notre théorie de changement parce que notre deuxième phase de travail, des fois de collecte et analyse, nous amène à revoir des choses dedans et on met la table un plan d'action. Donc plan d'action qui permet aussi d'identifier est-ce qu'il y a des choses là, dans la phase en vert pâle à la fin, on revient à votre organisation. Une fois qu'on a clarifié le changement qu'on voulait obtenir, là, maintenant, on se dit, dans notre organisation, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être sûr de générer ces impacts visés-là? Puis ça réfère aux conditions de succès de votre théorie de changement. Donc, quelles sont les conditions de succès organisationnelles?
qu'on doit implanter pour s'assurer que je génère pour vrai là, ces impacts-là, puis que ce ne soit pas juste une théorie et un dessin sur un papier. Donc, on va développer ensemble un plan d'action qui est assez, qui est très concret, qui est 18-24 mois. C'est quoi les prochaines étapes clés pour mon organisme pour être certain, aligné sur les apprentissages que j'ai faits pour être certain que je puisse atteindre les impacts qui sont visés. Puis ce parcours-là est une alternance entre des ateliers animés par les coachs. Vous avez des sessions de travail d'équipe à l'interne à faire. euh, et vous avez après des sessions de coaching. Donc, on a vraiment à chaque phase de travail, il y a des rencontres de coaching, il y a du travail d'équipe. Ça prend quand même un engagement. Il faut avoir le temps et l'engagement là, de vraiment contribuer à ce parcours-là qui est très participatif. Je crois que Muriel a une question. Oui, merci. C'est très intéressant, mais je vois que le parcours dure entre 6 et 8 mois. Depuis que vous en faites, est-ce que vous avez constaté quelquefois qu'il y a des parcours qui n'aboutissent pas et c'est quoi le pourcentage compte tenu de la durée? Parce que je comprends que ça demande un investissement en temps. Et, ou est-ce qu'il y a possibilité de concentrer un peu plus le coaching et l'accompagnement? C'est une excellente question. Moi, je vous dirais que par expérience, on est plus proche au Québec à tout le moins du 8 mois que du 6 mois. Il y a énormément de souplesse de la part des coachs pour s'adapter au rythme et à la capacité de l'organisation. Et si le comité de travail ne peut pas avancer pour X raisons, nous, on va respecter puis nous, moi, dans mes expériences, mes collègues aussi, on a des moments où l'organisation dit: «Regarde là, dans le prochain mois, on n'a pas de temps pour mettre sur la démarche». Bien, parfait, mais on s'entend qu'il y aurait un suivi, par contre, dans un mois parce qu'on ne veut pas perdre le fil, toujours perdre le fil de la mobilisation face à la démarche. Donc, c'est vraiment une approche, comme on disait, de coaching, où on vous donne des outils, on fait des rétroactions constructives et c'est l'équipe de travail qui pousse le crayon et qui développe sa théorie de changement, qui développe son plan d'action. Donc oui, ça prend, une capacité à s'engager là, dans ce processus-là. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce point-là dans le groupe? Sinon, on aura quand même un petit bout de temps à la fin. Mais n'hésitez pas à lever votre main ou écrire sur le chat. Je vais enchaîner sur ce que Judith a partagé pour vous partager 5 questions que vous pouvez vous poser si vous sentez que ce parcours s'aligne peut-être à vos besoins. Je pense que c'est ça suit la question de Muriel. Donc, on va toucher un peu à la capacité organisationnelle dans ces 5 facteurs clés pour déterminer si votre état de préparation au coaching est... quel est votre état de préparation? Pardon. Donc, on a 5 questions ou points de réflexion. Le premier est la visée de l'engagement. Donc, à quel genre de décision concernant l'avenir de votre organisme souhaitez-vous réfléchir dans ce processus d'impact et clarté stratégique et de coaching? Et c'est une question à vous poser vous-même puis avec votre équipe parce que ce processus est vraiment conçu pour que des organismes prennent des décisions ou soient prêts à prendre des décisions qui concernent leur impact et leurs priorités à futur. Donc, ça peut avoir des grandes implications comme le développement d'un programme ou la conclusion d'un programme ou l'exploration de nouveaux partenariats. Donc, ça se peut que vous ayez déjà une idée générale de ces questions, mais si vous envisagez un parcours d'accompagnement là-dedans, on vous encourage vraiment à penser, OK, quelles sont les questions spécifiques qu'on pourrait répondre à travers ce processus stratégique pour vous assurer qu'il y ait un alignement dans votre équipe sur
sur le pourquoi d'embarquer dans un processus qui est qui est long, qui prend du temps, qui est difficile, qui pose des questions difficiles et qui mène à des grandes réflexions et questionnements. Le deuxième est la capacité organisationnelle. Donc, je reviens sur ça. Et la question à vous poser ici, c'est dans quelle mesure votre équipe est-elle capable de participer à un processus de planification rigoureux? Donc, comme Judith l'a dit, le processus et l'accompagnement exigent pas mal de temps et les membres de l'équipe de travail doivent pouvoir lui consacrer au moins quelques heures par semaine. C'est sûr que le contexte change toujours. On l'a vu dans les dernières 2 années. On ne peut pas s'attendre à tout contrôler et à être toujours sur le timing parfait. Donc, il y a beaucoup de flexibilité des coachs et d'Innoweave pour adapter le processus. Mais c'est sûr qu'au début, il faut se poser la question, OK, est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'on est au bon moment pour faire ça? Et finalement, pour ça, il est très important qu'il y ait de la participation du leadership de l'organisme. Donc, d'habitude, il y aura 1 ou 2 membres du conseil d'administration, la DG ou le DG, les directeurs, pour vous assurer que vous ne menez pas tout un processus qui, à la fin, pourrait être complètement désaligné avec les priorités du CA. Vous ne voulez pas faire du travail pendant 6-8 mois, puis mener la théorie du changement à un CA qui va dire non, en fait, on va prendre une direction complètement différente. Donc, c'est pour ça qu'on cherche vraiment une équipe de travail diversifiée au sein de votre organisme. Et comme le survol de l'engagement que Judith a montré le décrit, il y a aussi de la participation de partenaires quelquefois ou des bénéficiaires de votre organisme. Mais l'équipe centrale de travail doit vraiment avoir des dirigeants de votre organisme. Et dans la capacité organisationnelle, il y a aussi le coût de l'accompagnement. Donc, j'ai ici les chiffres pour le coût total de l'accompagnement, qui est 16 000 $. Puis, de ces 16 000 $, Innoweave couvre jusqu'à 12 500 $. Puis, c'est à l'organisme de s'acquitter des 3 500 restants. Il devrait y avoir une petite étoile là-dedans. Si vous avez des questions sur ça ou si ce 3 500 pourrait être une barrière pour vous en appliquant au parcours, on vous invite à nous envoyer un message. On peut toujours discuter des particularités de votre cas. Donc, on est toujours très, très partant pour avoir des discussions avant votre demande et on adore avoir des discussions avec les groupes avant. En fait, on a des séances en préparation à la date limite de demande et je parlerai de ça dans un moment. Puis, le troisième facteur clé est la motivation ou la motivation partagée au sein de votre équipe. Donc, la question ici est quel est le facteur de motivation premier en ce qui trait à la création ou au perfectionnement de votre théorie du changement? Et la raison pour ce facteur clé est que votre équipe doit partager une motivation claire pour suivre ce processus. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit avant, un processus conçu pour que les organismes prennent des décisions stratégiques et il faut qu'il y ait un engagement et un alignement commun envers ce processus. Le quatrième facteur est la mise en œuvre. Donc, est-ce que votre organisme a la souplesse pour modifier des activités ou des programmes en fonction des résultats du processus? Cet accompagnement est conçu pour aider les organismes à conduire un vrai changement et de la vraie action. Donc, ce n'est pas une théorie de changement, un beau dessin sur le papier, mais c'est vraiment mener à de l'action et du changement. Donc, s'il y a des paramètres, par exemple, de financement ou des paramètres de processus décisionnel qui sont rigides et ne pourront pas s'adapter à ce changement, avant de poser une demande, vous devrez peut-être vous demander, OK, est-ce qu'on peut identifier des processus ou des activités ou des enveloppes dans notre travail où on a une souplesse ou une flexibilité qui nous permettra de changer nos activités de façon à travailler envers l'impact visé sur lequel on
on va travailler dans ce parcours? Donc, c'est une autre question à vous poser. Et finalement, l'opportunité ou le timing. Donc, est-ce que votre organisme a récemment vécu ou prévoit vivre des périodes de bouleversement ou d'instabilité qui pourraient influencer le processus d'accompagnement et votre capacité à vous concentrer dans un travail comme celui-ci? Donc, par exemple, ici, vous pouvez penser aux difficultés financières ou peut-être qu'il y a une nouvelle direction qui s'en vient et une nouvelle ou un nouveau DG qui va commencer bientôt. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux attendre qu'il soit là pour commencer un processus comme ça? C'est des questions à vous poser vraiment dans le contexte de votre organisme. C'est à vous d'évaluer cela et c'est vous qui connaissez la réalité de votre travail mieux que nous. Mais c'est une question c'est 5 questions en fait, c'est juste des questions pour vous guider dans le processus de demande de financement. Si vous allez sur la page d'InnoWeave, sur la page du parcours en impact et clarté stratégique, vous trouverez un outil de comment est-ce qu'on l'appelle déjà? C'est un outil d'auto-évaluation. Donc, où vous pourrez retrouver ces 5 questions, puis recevoir du feedback particulier à votre situation. Donc, je vous recommande de le visiter. Puis, je passerai à la partie finale de la présentation avant d'ouvrir la période de questions et discussions. Je vais passer rapidement à travers le parcours d'accompagnement ou le processus pour mener au parcours. Donc, vous voyez toutes les étapes d'un accompagnement d'InnoWeave. Ces étapes sont les mêmes dans tous nos parcours. Puis, je vais vraiment viser sur les 4 premières parce qu'on a eu un changement dans le parcours impact et clarté stratégique. Et maintenant, on a 2 étapes dans le processus de demande. Donc, ces 2 étapes, j'expliquerai ces 2 étapes maintenant. Voilà. Donc, la première étape est l'étape où on se trouve maintenant. Donc, les informations, les renseignements, les séances d'infos. Comme je l'ai partagé tantôt, sur notre site, vous trouverez plusieurs ressources et des liens vers des séances d'infos. On a un événement de questions-réponses avec l'équipe d'InnoWeave. Steph, si tu peux partager le lien pour l'enregistrement, ça serait très apprécié. On aura quelques séances en préparation pour notre prochaine date limite. Après ça, si vous décidez de vous inscrire et de poser une demande, on vous invite sur le portail en ligne d'InnoWeave. Donc, le lien est ici sur la page. Puis, c'est là où vous pourrez vous enregistrer et c'est vraiment le lieu où vous soumettrez toutes les demandes, vous verrez votre statut, etc. Et la première étape de la demande est la déclaration d'intérêt. Donc, tous les organismes intéressés doivent soumettre une déclaration d'intérêt sur le portail après l'enregistrement. Et la date limite pour cela est le 15 avril. En préparation pour ça, vous pouvez contacter l'équipe d'InnoWeave et on vous encourage fortement à contacter les coachs, vos coachs souhaités. Vous pouvez vérifier la liste des coachs sur notre site web. Mais le processus d'échange avec les coachs est très important parce que vous pouvez vraiment comprendre comment est-ce que ce processus s'adapte ou non à vos besoins. Donc, on vous encourage à le faire. Après ça, si votre déclaration d'intérêt passe à la suivante étape, on vous invitera à soumettre une demande d'accompagnement, donc la phase 2. Puis, à cette étape-là, contacter un coach est nécessaire avant de soumettre la demande d'accompagnement. Donc, vous chercherez le coach ou la coach avec qui vous voulez travailler pour confirmer qu'elle soit disponible et que vous ayez des priorités, des timelines alignés. Comme toujours, l'équipe d'InnoWeave est là pour discuter de ça davantage. Et la date limite pour cela est le 1er juin. Mais on vous invitera à soumettre la demande d'accompagnement après la première étape. Après ça, j'ai les détails des suivantes étapes, mais je ne vais pas rentrer
dans les petits détails, vu que c'est dans le futur, mais je vous laisse les, les détails ici. Et je finis cette section avec juste une petite note sur l'approche d'apprentissage d'InnoWeave. Vous pouvez rentrer dans les détails, mais en grande ligne, notre vision, notre approche vers l'évaluation est vraiment de faire une évaluation visée sur les apprentissages et l'échange d'apprentissage tout au long du processus. Et on s'engage vraiment à créer des espaces de réflexion avec les organismes plutôt que faire de la reddition de comptes et des rapports longs. Donc, on fait pas, on fait pas de grands rapports, on ne demande pas de grands rapports et on a un échange d'apprentissage au long du processus. Finalement, les dates limites des prochains cycles de financement sont ici. Donc, comme je l'ai partagé, le 15 avril est la prochaine date pour les déclarations d'intérêt, suivie par le 1er juin pour les demandes d'accompagnement. Ces dates sont les mêmes pour tous les parcours et tous les ans. Donc, c'est homogénéisé à travers l'initiative InnoWeave. Et finalement, si vous cherchez des ressources supplémentaires, on en a plusieurs sur le site. Et vu qu'il nous reste quelques petites minutes, je vais finir par vous remercier d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir assisté à cette présentation. Et je vous encourage à nous partager vos questions et à participer à des séances de questions si vous êtes intéressé. Je vois qu'il y a une main qui se lève sur le chat. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Voilà. Et Muriel a une question. Oui, lorsqu'on fait la demande d'accompagnement, ça prend combien de temps pour qu'on ait une réponse? Excellente question. Donc, après la première étape, InnoWeave donne une réponse au groupe dans les 2 à 3 semaines, puis les invite à soumettre une demande à la date limite de la deuxième étape qui serait le 1er juin. Et après cette deuxième étape, on donne les réponses dans les 6 à 8 semaines. Donc, pour une demande, le 1er juin, ça serait à la mi- ou fin juillet. Sophie. Pardonnez-moi, j'ai pas ma caméra allumée, mais moi, je suis coordonnatrice d'un collectif, donc une table de concertation jeunesse, et on s'enligne pour justement faire une planification stratégique ou du moins essayer de voir l'impact qu'on veut mener à long terme parce qu'on est tout jeune comme concertation, on vient juste de se constituer. Donc, on a déjà des objectifs court terme avec des transformations souhaitées court terme et tout ça, mais là, on veut se projeter dans le long terme. Mais on se rencontre 5 fois par année. Puis là, vous parlez d'une organisation un peu de type, exemple, organisme communautaire ou choses comme ça. Mais nous, notre organe décisionnel, c'est la table des membres qui se rassemble seulement 5 fois par année. Donc, comment on pourrait s'intégrer dans ce processus-là, sachant qu'on a seulement 5 rencontres décisionnelles par année? Merci pour cette question. Est-ce que, Judith, aurais-tu une expérience similaire avec un groupe? Oui, on a déjà fait des accompagnements de réseaux ou de collectifs ou de concertation. Par rapport à la question, est-ce qu'il y a quand même, à l'extérieur des 5 rencontres décisionnelles par année, est-ce qu'il y a quand même un sous-comité plus opérationnel qui pourrait se rencontrer dans votre cas ou ça On semble pas a réaliste? un comité de coordination Oui, qui, lui aussi, se rencontre 5 fois par année. Puis, OK. moi, à la coordination, là, on a toutes sortes de comités qui peuvent peut-être mettre l'épaule à la roue, là, communication, formation, évaluation, tout ça. Mais il faut quand même partir là, de ces 5 rencontres-là parce que c'est vraiment les membres qui aiment construire ensemble, tu sais, finalement. Ben, je pense qu'on pourrait envisager
dans le comité qu'on appelle le comité de la démarche, clarté stratégique, on recommande toujours qu'il soit représentatif des différentes composantes d'une organisation. Dans votre cas, ça serait par exemple de l'instance décisionnelle, des coms, de l'éval, donc des différentes fonctions de votre concertation. Puis ce comité-là pourrait comme pousser un peu plus le crayon pour resoumettre à du travail collectif. Donc, c'est vraiment un travail. Si vous voulez que tout se fasse de A à Z avec tout le monde, on ne fera pas ça en un an. Je veux dire, je suis juste transparente avec vous. Si vous voulez, par contre, si vous êtes ouverte à un travail itératif entre le comité de la démarche et plus largement les membres de la concertation plus large, là, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose en l'espace d'un an. Parfait. Merci beaucoup. Puis j'ajouterais peut-être le parcours. Ça vous intéresserait peut-être de regarder le parcours impact collectif. Ça va dépendre de où vous en êtes et quelles sont les questions que vous vous posez. Si c'est vraiment pour un des membres qui va mener la demande, c'est peut-être plus aligné avec impact et clarté stratégique. Mais si c'est une démarche qui rejoint plusieurs membres qui ont besoin de trouver la structure de gouvernance pour avancer un impact collaboratif, ça se peut que impact collectif soit un meilleur fit. Je vais vous partager la page web de ce parcours au cas où. Puis, il y a un outil d'auto-évaluation dans tous nos parcours. Donc, je pense que c'est utile de répondre à les questions et voir quelle s'aligne de meilleure façon. Juste, Sophie, pour donner un exemple concret, moi, en ce moment, il y a une concertation, en fait, une instance régionale de concertation en réussite éducative qui m'a approchée. Eux avaient fait leur processus de planification collective, mais il y avait un besoin de clarté organisationnelle comme concertation. Puis là, c'était pour moi, on était dans la table, la clarté stratégique, parce qu'il y avait quand même déjà fait l'analyse de la collectivité, donc du territoire de la région, d'ailleurs avec un autre groupe d'accompagnement. Donc, dans ce cas-là très précis, la concertation, pour moi, était mûre pour un impact et clarté stratégique comme organisation. OK, je comprends. Parce que nous, on a tout ce qui est au niveau organisationnel interne, structure de gouvernance et tout ça, c'est très clair. On vient de passer au travers de ça. Donc, nous, c'est vraiment dans l'impact plus collectif. Je pense que c'est ça serait plus vraiment collectif. ça. Ouais. OK, je vais regarder ça. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes 2 minutes après l'heure, donc s'il y a d'autres questions, je resterai sur la ligne, mais si vous devez partir, je vous souhaite une belle fin de journée et je te remercie, Judith, d'avoir amené ton expérience et tes connaissances sur le parcours. Merci beaucoup à toi et merci à toutes les participantes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Oui, merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.